des républiques populaires de Donetsk et Lugansk, les habitants des oblasts de Zaporogie et de Kherson, les députés de la Douma et les sénateurs de la Fédération de Russie. Vous savez que dans les républiques populaires de Donetsk et Lugansk, dans les oblasts Zaporogie et Kherson, ont eu lieu des référendums. Et nous avons calculé les résultats. Nous connaissons le résultat de ces référendums. Les gens ont fait leur choix. Et ce choix est sans équivoque. Aujourd'hui, nous signons les accords d'adhésion de ces territoires à la Russie. Je suis convaincu que l'Assemblée fédérale va soutenir la création de 4 nouvelles régions au sein de la Russie. Ce sera les 4 sujets administratifs nouveaux de la Fédération de Russie. C'est la volonté des millions des personnes. Bien sûr, c'est leur droit. C'est leur droit fondamental qui est écrit dans notre loi fondamentale et dans les statuts de l'ONU qui parlent du droit de l'autodétermination des peuples. Et nous savons que nos ancêtres, encore dans l'ancienne Russie, ont défendu la Russie. C'est sur ces territoires, Roumentsev, Souvorov, Ushakov ont combattu. Yekaterine II et Potiomkin sont connus. Et ici, nous avons eu des victoires lors de la Grande Guerre patriotique. En 2014, certaines personnes n'ont pas accepté le coup d'État fasciste en Ukraine. Il y a des gens qui sont morts pour pouvoir défendre le droit de parler leur langue, leur foi, leur droit de vivre. Ce sont des martyrs d'Odessa, de Katyn. Ce sont des victimes des actes terroristes organisés par le régime de Kiev. Ce sont des engagés volontaires, ce sont des civils, ce sont des femmes, enfants et hommes, ce sont des personnes de nationalité ukrainienne et russe. C'est le leader populaire Zakharchenko de Donetsk, M. Pavlov Joga, Olga Kachura et Alexei Razgovorin. C'est le procureur de la République de Lugansk. C'est le combattant Gadji Mokamedov et toutes les autres personnes qui ont perdu leur vie lors de cette opération militaire spéciale. Ce sont nos héros. Ce sont les héros de la Grande Russie et je demande une minute de silence en leur mémoire. Merci. Il s'agit du choix des millions des habitants des territoires de Donetsk, Luhansk, Zaporogie et Kherson. Mais derrière se cache notre histoire millénaire. C'est un lien parmi les générations. Et ces gens ont l'amour pour la Russie et personne ne peut détruire ce sentiment à l'intérieur de nos âmes. C'est pour ça que les différentes générations, les anciens et les jeunes ont voté pour notre unité, pour notre avenir en commun. En 1991, à Belovegie, on a signé un accord. On n'a pas demandé l'accord du peuple. C'est les représentants des élites du parti de l'époque qui ont pris cette décision en ne pensant pas à leur patrie. Et ça a créé des divisions parmi notre peuple. C'est transformé
transformée en catastrophe nationale. Comme après la Révolution, on a créé des républiques et on a tracé les frontières de manière artificielle. Ainsi, lors du référendum 1991, on a détruit, démantelé notre grande patrie et on s'est retrouvé devant le fait accompli. Je pense que les personnes qui sont derrière ça comprenaient ce qu'ils faisaient, notamment les Américains. Mais maintenant, c'est trop tard d'en parler, c'est du passé. L'Union soviétique n'existe pas et la Russie n'en a plus besoin. D'ailleurs, ce n'est pas notre objectif. Mais il n'y a rien de plus fort que la volonté des peuples. Ces peuples qui pensent qu'ils font partie de la Russie par leur langue, par leur appartenance, par leur histoire. Leurs ancêtres, pendant des siècles, ont vécu dans un État uni. Ils sont déterminés à retourner dans leur patrie historique. Pendant de longues années, pendant 8 ans, ces gens étaient sous les bombes et les tirs. Et en Kherson, on essayait d'inciter à la haine contre tout le monde, contre tout ce qui est russe. Les gens étaient torturés, les gens étaient malmenés. Et je voudrais qu'on m'entende à Kiev et ceux qui les soutiennent à l'Occident. Je voudrais que tout le monde le retienne. Les personnes qui vivent dans les territoires de Donetsk, Luhansk, Zaporogie et Kherson, maintenant, ce sont nos citoyens pour toujours. Et nous appelons le régime de Kiev à cesser le feu immédiatement, à cesser les combats, à cesser la guerre qu'il avait commencée en 2014 et à retourner derrière une table de négociation. Nous sommes prêts à cette discussion, nous l'avons déjà dit. Mais les peuples de ces 4 territoires ont fait leur choix. On ne va pas revenir sur ce choix et la Russie ne va pas les trahir. Les autorités de Kiev d'aujourd'hui doivent respecter ce choix libre des personnes et pas autrement. C'est la seule voie qui mène à la paix. Et nous allons défendre notre territoire par tous les moyens qui sont à notre disposition. Nous ferons tout pour assurer la sécurité de notre peuple. C'est notre mission de libération. Nous allons reconstruire les villes et les villages, les écoles, les musées. Nous allons développer les entreprises industrielles, les infrastructures, les systèmes de retraite, le système social, de la santé, d'éducation. Nous allons augmenter le niveau de sécurité. Et ces personnes qui habitent dans les nouvelles régions vont sentir le soutien de tout le peuple russe, de toutes les régions, de toutes les villes de la Russie. Chers amis, collègues, je voudrais aussi m'adresser aux soldats et aux officiers qui combattent lors de l'opération militaire spéciale. Après le décret de la mobilisation partielle, il y en a d'autres qui ont rejoint les rangs de l'armée. Je voudrais m'adresser aussi à tous ces nouveaux appelés, à leurs familles, à leurs femmes et enfants. Je voudrais leur dire pourquoi combat notre peuple, qui est notre ennemi et qui pousse le monde dans cette nouvelle
crise. Qui a intérêt à continuer cette guerre? Nos frères et sœurs en Ukraine, qui font partie de notre peuple, ont vu par leurs propres yeux ce que préparent les dirigeants des dirigeants occidentaux pour tous ces peuples. Les masques sont tombés. Après la dissolution de l'URSS, l'Occident a pensé que maintenant le monde va accepter son diktat. En 1991, l'Occident espérait que la Russie n'allait jamais s'en remettre. Et c'est presque ce qui est arrivé. Nous nous souvenons des années difficiles, dans les années 1990, mais la Russie a résisté, elle a pu renaître et se renforcer et occuper une place digne dans ce monde. Et donc l'Occident continue à chercher des possibilités d'affaiblir la Russie et de la disloquer. Ça a été toujours la volonté de l'Occident de pouvoir provoquer la haine parmi les différents peuples de notre pays. Ils ne peuvent pas se calmer. Ils ne peuvent pas accepter l'existence de la Russie avec ce grand territoire, ces grandes ressources, avec les peuples qui n'accepteront jamais de vivre sous l'hégémonie de quelqu'un d'autre. Et l'Occident fait tout pour instaurer un système néocolonial pour continuer à piller les autres peuples, à taxer le monde entier. C'est une rente d'hégémonie que l'Occident veut instaurer et garder. C'est ça l'autre véritable volonté et c'est pour ça qu'ils cherchent à contrer les processus et soutenir les mouvements centrifuges, des mouvements séparatistes, parce qu'ils ne veulent pas cette intégration. Ils veulent que les peuples se libèrent de leur souveraineté et en fait qu'ils se donnent aux États-Unis. Et certains pays acceptent cela de manière volontaire et ils acceptent de devenir des vassaux des États-Unis. D'autres sont achetés. Et s'ils n'arrivent pas à le faire, ils peuvent détruire des pays entiers en créant des catastrophes humanitaires, des ruines, des millions, des vies humaines détruites, des enclaves terroristes, des protectorats, des colonies, des semi-colonies. Mais ils ne s'arrêtent devant rien pour atteindre leurs objectifs et tirer leur profit. C'est à cause de cette volonté, à cause de leur avarice, que les Occidentaux continuent cette guerre contre la Russie. Ils voudraient qu'on soit leur colonie. Mais il ne s'agit pas d'une coopération d'égal à égal et ils voudraient nous piller. On voudrait qu'on soit leurs esclaves. Ils n'aiment pas notre pensée et notre philosophie. C'est pour ça qu'ils attaquent nos philosophes, parce que toute notre culture est en danger et un risque pour eux. Et notre développement et notre bien-être, c'est un problème pour eux. Ils n'ont pas besoin de la Russie, mais nous en avons besoin. Je voudrais vous rappeler ces prétentions d'être le dictateur du monde entier, de l'hégémonie mondiale, se sont heurtés déjà à la volonté de notre peuple et au courage de notre peuple. L'Occident espère que cela allait passer. Et dans le passé, effectivement, et il y a eu des exemples de cela. Et donc, on jette les accords internationaux, on continue à élargir l'OTAN vers l'Est.
et les promesses qu'on a faites aux dirigeants soviétiques sont oubliées et on déchire les contrats et les accords internationaux. On continue à entendre que l'Occident protège l'ordre qui est fixé sur des règles. Mais quelles règles et qui a défini ces règles et qui a accepté ces règles? C'est vraiment des inepties. Et on voit depuis longtemps ces doubles standards qui prennent tout le monde pour des imbéciles. La Russie est un grand pays et ne va jamais suivre ces fausses règles. Et c'est justement l'Occident qui a violé le principe de la non-entente aux frontières. Et ils pensent que certains peuvent le faire et d'autres ne peuvent pas le faire. Pourquoi peuvent-ils prendre des décisions? Qui leur a donné le droit de décider? C'est eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils sont tellement énervés et en colère contre le droit du peuple de la Crimée qui a fait son choix. Les élites occidentales réfutent la volonté des peuples. Il s'agit du despotisme. Ils partagent le monde au monde civilisé et aux autres qu'ils appellent des barbares et des sauvages. Ils collent des étiquettes et les peuples et les États entiers se retrouvent avec ces étiquettes et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les élites occidentales se sont toujours montrées comme cela. En fait, ils divisent les peuples en deux sortes. La première sorte et la seconde, et nous n'allons jamais accepter ce nationalisme et ce racisme. Je voudrais également parler de la russophobie qui se propage à travers le monde entier et c'est du racisme. Il s'agit du racisme également quand on entend parler de la culture néolibérale qui devrait être l'idéal pour le monde entier et de dire si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Ils ont commis des crimes historiques, mais ils essayent toujours de trouver d'autres coupables. Ils voudraient que d'autres pays et d'autres peuples demandent pardon. Par exemple, si on parle des conquêtes coloniales, il faudrait rappeler aux Occidentaux que c'est encore au Moyen Âge que les Occidentaux ont commencé cette politique. Ensuite, il y a eu le commerce des esclaves. Ils ont pillé l'Inde, l'Afrique. Il y a eu des guerres de l'Angleterre et la France contre la Chine. Et la Chine a été obligée d'ouvrir ses ports pour le commerce d'opium. Et des peuples entiers ont été poussés à consommer de la drogue. Des ethnies entières ont été éliminées. Il y a eu une chasse aux sorcières parmi les peuples entiers. Et nous sommes fiers qu'au XXe siècle, c'est notre pays qui a été à la tête du mouvement anticolonial pour lutter contre les inégalités dans le monde, contre la pauvreté. Donc les élites occidentales sont russophobes. Elles sont en colère justement contre nous parce que nous avons résisté. Et nous avons réussi à créer un monde de commerce équitable grâce à l'État très fort que nous avons pu créer. Nous avons basé notre État sur des valeurs fondamentales, des valeurs chrétiennes, islamiques, bouddhistes.
et autres. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de plans d'intervention en Russie. Après 1917 notamment, et avant cela, on n'a jamais pu envahir la Russie. Mais l'Occident a pu quand même atteindre les richesses de la Russie à la fin du XXe siècle. On nous appelait amis ou partenaires, mais en réalité, on nous traitait comme une colonie. Et des trillions de dollars ont été pillés de notre Russie. Nous nous en souvenons. Et nous n'avons rien oublié. Et les résidents de Lugansk, Donetsk, de la région de Kherson, et de Zaporozhye ont voté pour la réunification de notre territoire. Merci. Les pays occidentaux parlent toujours du fait qu'ils apportent la liberté et la démocratie, mais c'est tout à fait faux, c'est le contraire. C'est au contraire l'exploitation, au lieu de la liberté, c'est l'esclavage. Et tout cet ordre mondial est antidémocratique et antilibéral. Tout cela est une hypocrisie. Les États-Unis sont le seul pays qui a par 2 fois utilisé l'arme nucléaire dans l'histoire, en anéantissant Hiroshima et Nagasaki. Je rappellerai que les États-Unis, avec les Anglais, ont transformé en ruines, sans nécessité militaire, ont anéanti les villes de Hambourg, de Dresde, en Allemagne, sans nécessité militaire. C'était une manière démonstrative. Et c'est la même chose qui est arrivée avec ce bombardement nucléaire. Il s'agissait d'intimider le monde entier. Les États-Unis ont laissé un très grave souvenir dans les peuples de Corée, du Japon, l'emploi au Vietnam du napalm et de l'arme chimique. L'Allemagne, le Japon, la République de Corée sont considérés comme des alliés à égalité. Quel type d'égalité est-ce que cela représente? En fait, ce sont des dirigeants qui sont aux ordres ou alors même qui sont soumis à écoute, non seulement dans leur bureau, mais aussi dans leur habitation personnelle. Et le monde entier gobe tout cela sans sourciller. Et en fait, les vassaux, ça va être les Européens vont être l'objet de la solidarité euro-atlantique. Cette politique destructrice, cette guerre, tout cela, ont entraîné des millions de gens vers la migration. Des milliers de gens qui vont chercher à rejoindre l'Europe vont périr. Et voilà ce blé qui vient d'Ukraine et qui va sortir d'Ukraine pour assurer le maintien en vie de populations affamées. En fait, ce blé, il va en Europe au détriment des pays qui en ont besoin. C'est de la tromperie. Et en fait, les Américains utilisent les tragédies dans les autres pays pour affaiblir leurs rivaux. Ça touche la France, l'Espagne, l'Italie. Washington exige des sanctions toujours renouvelées contre la Russie. La majorité des responsables politiques européens sont obéissants. Ils comprennent bien que quand les États-Unis imposent à l'UE de renoncer aux ressources énergétiques russes, eh bien, cela contraint l'Europe à anéantir sa propre industrie. Et les Européens comprennent tout cela, mais préfèrent servir les intérêts des autres. Ce n'est pas le fait de laquais,
c'est aussi des traîtres vis-à-vis de leur peuple, mais c'est leur affaire. Mais les anglo-saxons ne sont pas contents de sanctions, ils se lancent dans le sabotage. Ils ont attaqué, ils se sont pris à des infrastructures internationales qui traversent le fond de la mer Baltique. C'est une infrastructure internationale. Nous savons à qui le crime profite. Le diktat des États-Unis, c'est le diktat de la violence, de la force. Et cela peut être enveloppé d'une manière plus séduisante, mais c'est un droit fondé sur la violence. Et c'est ce qui les amène à déployer des centaines de bases militaires de par le monde et créer de plus en plus d'alliances militaires comme AUKUS et d'autres. Et c'est aussi la liaison militaire Washington, Séoul, Tokyo, c'est aussi ceux qui s'opposent à cette hégémonie de l'Occident sont considérés comme des ennemis. Et c'est sur ce principe que se fonde la doctrine militaire des États-Unis et de l'OTAN. Les plans néocoloniaux de l'Occident sont présentés d'une manière entièrement hypocrite, avec une prétention à l'amitié pour la paix. Et en fait, ce sont les mêmes éléments que l'on retrouve dans les stratégies successives. Il s'agit de mettre fin et de faire capoter toute tentative de souveraineté, d'autonomie souveraine. Ça touche la Syrie, l'Iran, les pays d'Afrique, mais même les partenaires et alliés des États-Unis. Dès que quelque chose ne leur plaît pas, eh bien, les Américains vont prononcer des sanctions contre une banque, contre une entreprise. C'est une pratique qui va se développer. Ils ont en ligne de mire tous, y compris nos premiers voisins, les pays de la CEI. En fait, ils prennent leur désir pour les réaliser. Et ces principes de sanctions contre la Russie, ils pensaient qu'ils allaient réussir à mettre en coupe, régler tout le monde. Mais en fait, ces sanctions sont de nature à provoquer des réactions. Sauf chez les masochistes. La majorité des pays refusent d'accepter cela. Ils veulent maintenir une coopération rationnelle avec la Russie. Et c'est une réaction que l'Occident n'attendait pas. En fait, ils ont l'habitude de réfléchir d'une manière très stéréotypée. En fait, ils ont une pensée qui est restée qui s'est sclérosée depuis le passé. Et ils maintiennent leur situation d'exception. Et en fait, il y a une véritable famine d'informations. La vérité a été ensevelie sous une montagne de mensonges et de propagande. Et plus le mensonge est gros, et plus il passe. Mais on ne peut pas nourrir les gens avec des millions de dollars qui auraient été produits par la planche à billets. En fait, on ne peut pas chauffer les habitations des gens avec de la monnaie qui n'a aucune valeur. En fait, on ne peut pas nourrir des gens avec du papier, il faut alimenter les gens avec de la nourriture. Et ces capitalisations gonflées, elles ne vont rien permettre de résoudre. Il faut des produits énergétiques. Donc, les Européens sont amenés à convaincre leurs concitoyens de ne pas se chauffer, de réduire leur ration alimentaire. Et on déclare extrémistes et ennemis tous ceux qui se disent contre cela.
Et on affiche la Russie comme la source de tous les malheurs des pays. En fait, on peut très bien comprendre que les élites occidentales n'ont pas l'intention de rechercher une sortie de la crise alimentaire qui est survenue de leur fait et bien avant notre opération militaire spéciale en Ukraine. Je n'ai pas l'intention de résoudre tous les problèmes d'inégalité et d'injustice. Je pense qu'ils sont prêts à utiliser toutes les recettes dont ils ont l'habitude. Et l'Occident, au commencement du XXe siècle, a connu la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale a permis aux États-Unis de surmonter la Grande Dépression. Cela leur a permis de devenir le pays qui a, avec le dollar, la monnaie de réserve du monde entier. La situation a été en partie détériorée, mais l'Occident a pu sauver sa situation grâce à l'effondrement de l'Union soviétique. Et donc, les États européens ont cherché à anéantir la Russie et tous les pays qui ont cherché la voie d'une souveraineté autonome se trouvent en but à ces actions. On peut penser que le système entier va s'effondrer ou imploser. Et en fait, une guerre, ça permet de tirer un trait sur le bilan. Et il est évident que le modèle néocolonialiste d'aujourd'hui est en fait condamné. Les maîtres de ce modèle vont jusqu'à la fin chercher de se raccrocher à cela et de rester maîtres de ce pillage des marchés. Et cela permettra de priver des milliards d'hommes, la plupart de l'humanité, du droit à déterminer leur propre avenir. Et c'est la négation des fondements essentiels de la moralité et du droit de la famille. Et là, je voudrais revenir à ce que j'ai dit. Je voudrais parler à tous les citoyens, pas seulement les collègues qui se trouvent dans cette salle, à tous les citoyens de la Russie. Est-ce que nous voulons que dans notre pays, en Russie, au lieu d'un papa et d'une maman, on avait un parent numéro 1, un numéro 2? Ils sont tombés sur la tête. Est-ce qu'on veut que dans nos écoles, dans les petites classes, on enseigne la perversion qui entraîne la dégradation et que l'on parle non pas des hommes, des femmes, mais en outre et qu'il y aurait un genre en plus de cela? Est-ce que nous souhaitons cela pour nos enfants, pour notre pays? Tout cela, nous ne l'acceptons pas. Nous avons un avenir qui est le nôtre. Et c'est une attaque qui porte non seulement contre nous, mais contre toutes les sociétés, y compris les sociétés des pays occidentaux. Cette négation de l'humanité, cette négation de la liberté, c'est... Et quand le Christ, dans le discours sur la montagne, dit « On reconnaîtra ces hommes aux fruits qu'ils portent ». Et c'est ce que nous voyons, non seulement dans notre pays, mais en Occident. Le monde est entré dans une période de transformation révolutionnaire. Il y a de nouveaux centres de développement qui représentent la majorité de la communauté mondiale. Et ce n'est pas seulement les intérêts que l'on a, mais ils défendent un monde multipolaire dans lequel ils vont pouvoir défendre leur autonomie et donc leur véritable liberté. Et leur liberté historique, leur droit à un développement autonome, créatif dans le monde entier, y compris aux États-Unis et en Europe. Nous avons beaucoup
de gens qui partagent notre pensée. Nous sentons le soutien de ces gens et nous sentons qu'il y a un mouvement anticolonialiste qui se développe dans le monde entier contre cette hégémonie unipolaire. Et c'est cette force qui va déterminer l'avenir de la géopolitique mondiale. Aujourd'hui, nous luttons pour la justice et la liberté, pour nous-mêmes, pour la Russie, pour renoncer au despotisme et au diktat qui sont des éléments du passé, et la notion d'une supériorité de naissance d'une certaines classes de l'humanité. Il faut tourner cette page de l'histoire et c'est irréversible. Le monde ne reviendra pas à la page d'avant. L'époque à laquelle nous avons dû mener cette lutte, cette bataille pour notre pays et pour notre peuple, c'est la bataille pour la Russie commune. La grande Russie historique pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous devons les défendre contre ces expérimentations monstrueuses qui tendent à handicaper leur esprit. Faire en sorte que notre histoire, notre culture soit éradiquée. Et nous devons donc nous solidariser. Nous devons nous fonder sur la solidarité, sur la créativité et la justice. Je voudrais terminer en citant Ivan Ilyin, qui est un véritable patriote. Si je considère que mon pays, c'est la Russie, je considère que c'est en russe que j'aime. C'est en russe que je chante et que je parle. Je crois en la force spirituelle du peuple russe. Son esprit, c'est le mien. Son destin, c'est mon destin. Ses malheurs sont mon malheur. Son épanouissement, c'est ma joie. Et ce sont des principes qui, après plus d'un millénaire, nous amènent devant un choix. Et ce choix a été fait par les peuples des républiques populaires de Lugansk et de Donetsk et les habitants des territoires de Kherson et de Zaporojie. Ils veulent, avec notre peuple, vivre et être victorieux avec la Russie. Nous sommes un et la Russie est derrière nous.